Aphrodisias, une petite cité antique aux confins de l'Empire romain. Autrefois célèbre pour sa beauté remarquable et ses statues d'un réalisme saisissant, elle est progressivement tombée dans l'oubli. Son état de conservation n'a pourtant rien à envier au site de Pompéi. Aphrodisias est l'un des trésors oubliés de l'Antiquité. Ce site est une vraie machine à remonter dans le temps. Pendant des siècles, le temple d'Aphrodite accueille des pèlerins de tous horizons. Parmi eux, Jules César, venu chercher la protection de la déesse de l'amour avant de s'emparer du pouvoir à Rome. Aphrodisias est mise à rude épreuve lors des guerres civiles qui secouent Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle sera sauvée par un esclave affranchi qui concevra la ville telle que nous la connaissons aujourd'hui. On ne peut être qu'en admiration devant ces ruines. Nos enquêteurs vont s'appuyer sur de récentes découvertes archéologiques pour recréer les édifices les plus marquants de ce site, longtemps oublié. Ces temples, ces monuments publics, ces lieux de loisirs et le tombeau de son fondateur. Nous redonnerons vie à cette cité romaine telle qu'elle était à son apogée. De l'architecture de son sanctuaire le plus sacré aux violents spectacles donnés pour divertir ses habitants. Les civilisations disparues explorent Aphrodisias. Nos enquêteurs se trouvent au sud-ouest de la Turquie. Autrefois appelée la Carie, cette région faisait partie de la province romaine d'Asie. Ils partent à la découverte d'Aphrodisias, une ville qui doit son nom à Aphrodite, la déesse grecque de l'amour. Ce site, dont les origines remontent au 5e millénaire avant notre ère, accueillit un village grec puis une cité romaine. Le mariage de ces deux cultures fera d'Aphrodisias l'un des fleurons de l'Empire romain. Eleanor Hermann est historienne. Elle veut savoir à quoi ressemblait Aphrodisias à son âge d'or, lorsqu'elle était l'une des villes les plus célèbres et les plus raffinées de l'Antiquité. Elle découvrira le rôle prépondérant qui a joué un affranchi du nom de Caius Julius Zoilos. Le personnage le plus fascinant de cette histoire, c'est Zoïlos, un esclave affranchi de Jules César. Cet homme parti de rien est devenu incroyablement riche et puissant. Je veux savoir comment il s'y est pris. Jesse Karp est ingénieur en bâtiment. Il va s'intéresser à la manière dont la ville a été construite et nous révélera les secrets des grands bâtisseurs romains. J'espère en apprendre un peu plus sur leur méthode de construction. Comment ils ont réussi à détacher d'énormes blocs de pierre des flancs de la montagne. Comment ils les ont transportés jusqu'au site, puis taillés. Quand on voit le résultat, on se dit que c'est impossible. Et pourtant, ils l'ont fait. Jesse et Eleanor travailleront main dans la main avec une équipe d'archéologues travaillant sous l'égide de l'Université de New York. Depuis le début des fouilles en 1961, ces experts cartographient minutieusement le site. Ils se consacrent également à sa protection et à sa restauration. À l'aide de leurs découvertes les plus récentes, nous allons tenter de recréer une civilisation disparue il y a plus de 15 siècles. Jesse rejoint l'archéologue Christopher Rattay, au point culminant de la ville. Du haut de cette colline, ils ont une vue d'ensemble sur Aphrodisias, aujourd'hui envahie par la végétation. Quelle vue imprenable! D'ici, rien ne nous échappe. Le centre-ville se trouve devant nous. Les quartiers publics étaient entourés de toutes parts par des zones résidentielles quadrillées. On a découvert ça suite à une étude géophysique réalisée dans les années 1990 sur les abords de la ville qui n'avaient pas encore été fouillés. Vous me dites que le plan en damier n'a rien de nouveau? Exactement. Cette méthode date de l'Antiquité grecque. Le but était d'attribuer à tous les colons un terrain de superficie égale. Dans ce cas précis, le plan en damier a facilité l'essor du centre-ville qui s'est déroulé 1 siècle et demi après que la ville a été fondée. C'est Zoïlos qui financera la construction des premiers monuments publics. Ce tracé, à première vue moderne, a plus de 2000 ans. Il témoigne d'une planification et d'une organisation rigoureuse. Comment Zoïlos, un esclave affranchi, a-t-il réussi à s'enrichir et à gravir les échelons de la société au point de pouvoir remodeler sa ville natale? Eleanor va tenter d'éclaircir ce mystère.
Dans l'Antiquité, l'esclavage faisait partie intégrante de l'économie romaine. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y avait toutes sortes d'esclaves. Ceux qui n'avaient vraiment pas de chance se retrouvaient à ramer sur une galère. Leur espérance de vie ne dépassait pas quelques mois. D'autres se portaient volontaires pour devenir gladiateurs et combattre dans l'arène. S'ils survivaient, ils pouvaient être affranchis. Les gladiateurs libérés jouissaient d'une immense popularité. Mais un esclave éduqué avait d'autres moyens de gagner sa liberté. À force de travail et de loyauté, il pouvait acquérir une certaine forme de pouvoir et d'influence auprès de son maître, qui décidait parfois de l'affranchir. Il n'était pas rare que les maîtres libèrent leurs esclaves après plusieurs dizaines d'années de bons et loyaux services. Je pense que Zoïlos était un homme intelligent, rusé et travailleur. Non seulement il a gagné sa liberté, mais il est devenu riche et très influent. C'est ainsi qu'il s'est donné les moyens de reconstruire sa ville natale. Son statut, Zoïlos le doit à son maître, l'homme le plus puissant de la République romaine, Jules César. L'esclave arrive dans l'entourage du général vers l'an 60 avant Jésus-Christ. 2 ans plus tard, il l'accompagne dans une expédition visant à conquérir les territoires à l'ouest de Rome. C'est probablement durant la conquête de la Gaule, menée de 58 à 51 avant notre ère, et les expéditions en Bretagne, que Zoïlos retient l'attention de son maître. Ce simple fait changera à tout jamais la vie de l'esclave. Comme tous les patriciens, César pense descendre des dieux. Il se dit le fils de la déesse Vénus, identifiée à Aphrodite dans la mythologie grecque. C'est pourquoi le général décide de faire un présent à la ville natale de Zoïlos. Sur le site d'Aphrodisias, plusieurs sculptures attestent encore de cet événement. C'est une statue en or du dieu ailé Eros, fils d'Aphrodite, et du dieu de la guerre Arès. Ce cadeau marque un tournant. Bientôt, le petit village grec d'Aphrodisias deviendra une somptueuse cité romaine. Et Zoïlos jouera un rôle déterminant dans sa métamorphose. Les archéologues de l'Université de New York ont consacré plusieurs dizaines d'années à reconstituer la vie de cet homme. Heureusement, quelques vestiges ont résisté aux outrages du temps, notamment ce fragment de frise en marbre, sculpté avec soin, qui ornait peut-être le tombeau de Zoïlos. La spécialiste Heather Turnbow Ewan aide Eleanor à déchiffrer les inscriptions gravées dans la pierre. Zoïlos est représenté au centre. À sa gauche se trouve Andrea, dont le nom est gravé ici. C'est la personnification de la bravoure et du mérite militaire. Comme vous le voyez, elle tend un bouclier à Zoïlos. Et de l'autre côté se trouve Timée, qui célèbre l'honneur et les richesses du défunt. Qui sont ces personnages sur le côté? Ce personnage, c'est Démos, le peuple citoyen. Et là, c'est Polis, la ville. Cette scène évoque le voyage de Zoïlos de Rome à Aphrodisias. Elle illustre le retour d'un homme riche et puissant dans sa ville natale, accueilli par son peuple avec les honneurs. À la fois soldat, bienfaiteur, diplomate et dirigeant, peu à peu, la personnalité de Zoïlos se précise. Les archéologues pensent qu'il existait 4 frises comme celle-ci et qu'elles ornaient les parois d'un imposant mausolée. Cet édifice était constitué d'un podium carré de 4,50 m de côté, surmonté de colonnes et d'un toit pyramidal. Il aurait été érigé à la gloire de Zoïlos par la cité reconnaissante. Nos experts vont tenter d'en savoir plus sur cet homme, passé de l'esclavage à la politique. Ils étudieront la manière dont il a fait de sa ville un des joyaux de la Rome antique, et comment l'assassinat du grand général romain a influencé son destin. Aujourd'hui encore, l'histoire d'Aphrodisias est entourée de mystères. Comment cette petite ville grecque est-elle devenue, sous l'Empire romain, une cité de marbre florissante? Le cadeau de Jules César et la protection de ses successeurs semblent fournir un début de réponse.
En mars 44 avant notre ère, Jules César, qui vient d'être nommé dictateur à vie, arrive au Sénat. Il est poignardé par un groupe de comploteurs. À sa mort, différentes factions politiques se disputent le pouvoir et Rome s'enfonce dans le chaos. Son ennemi juré, l'Empire parthe, profite de cette faiblesse pour lancer une invasion par l'Est. Aphrodisias se trouve en première ligne d'un conflit sanglant. Zoïlos, le fidèle esclave de Jules César, est affranchi par son fils adoptif et successeur, Octavien. Il est renvoyé chez lui pour défendre sa ville. Zoïlos revient plus riche et plus influent que jamais pour participer à la résistance de la ville contre les Parthes. C'est grâce à lui qu'Aphrodisias décidera de soutenir Octavien. Grâce à une défense efficace, les troupes romaines chassent l'ennemi hors d'Asie mineure. Cette victoire sera décisive pour Aphrodisias. Octavien lui octroie le statut de ville libre, afin de récompenser le courage et la loyauté de ses habitants. Désormais, ils seront exemptés des lourdes taxes romaines. Zoïlos décide d'affecter les fonds ainsi dégagés à de vastes projets de construction. Nos enquêteurs s'intéressent à la création du temple d'Aphrodite, commencé vers la fin du 1er siècle avant notre ère. Cet édifice symbolisera bientôt l'opulence et la fierté d'Aphrodisias. C'est ici que se trouvait l'entrée? Oui, c'est ce qu'on appelle le propylée. Il marque la séparation entre un lieu profane et le monde divin. C'était un espace couvert. Il était doté d'un toit en bois construit entre ces deux colonnades. Le temple se trouvait au fond? Dès que l'on franchit le propylée, on pénètre dans le sanctuaire à proprement parler. Christopher explique à Jesse comment, au début du VIe siècle, ce temple païen est converti en basilique chrétienne. Donc là, on est dans le temple d'Aphrodite. Oui et non. C'est ici qu'il se dressait autrefois, mais il a été transformé en église byzantine en l'an 500. En gros, ils ont complètement changé sa configuration. Pour simplifier, le temple contenait une pièce close, appelée la cella, qui abritait une statue et était entourée de colonnes. Pour en faire une basilique, ils ont détruit la cella et réutilisé les pierres pour ériger des murs tout autour des colonnes. Ce plan du temple nous permet de gommer les rajouts effectués au VIe siècle pour ne garder que le temple païen d'origine, bâti par Zoïlos 500 ans plus tôt. Jesse va se pencher sur la technique employée par les bâtisseurs de l'époque. Et comment le plan a-t-il été conçu? Dans l'Antiquité, les architectes n'avaient pas d'unité de mesure standard comme le mètre ou le pied. Avant de construire un édifice, ils déterminaient la valeur du module, à savoir l'unité de mesure spécifique à ce bâtiment. L'étalon utilisé dans ce cas précis a été gravé dans l'un des murs du temple. Combien mesure-t-il? Il équivaut très précisément à 1 pied, soit une trentaine de centimètres. Ils ont utilisé cet étalon pour toutes les mesures importantes du temple et de la ville en général. Cela veut dire qu'il y a des multiples de cette mesure un peu partout sur le site. Oui, c'est ça. Grâce à cet ingénieux système, les architectes s'assurent que les diverses parties du temple répondent aux mêmes standards. Quant aux techniques de construction, elles s'approchent étrangement des méthodes modernes. Et comment faisaient-ils pour déplacer ces énormes blocs de marbre? Ils avaient le même genre d'outils que nous, des palans aux échafaudages en passant par les grues. La seule différence, c'est que rien n'était mécanisé. Le temple païen et la basilique qui le remplacera ont un point commun, leurs colonnes majestueuses. Celles-ci doivent être parfaitement droites pour garantir leur capacité porteuse. Si la colonne présente une faiblesse, c'est toute la structure qui risque de s'effondrer. Pour assurer la stabilité de l'édifice, les tambours sont percés en leur centre, puis maintenus entre eux par des chevilles métalliques scellées au plomb, appelées goujons. Cette technique permet aux bâtisseurs d'Aphrodisias d'ériger des colonnes 7 fois plus hautes que larges, d'une finesse et d'une élégance sans pareille.
Ce n'est pas très différent de nos méthodes de construction actuelles. Nos maisons sont solidement arrimées aux fondations, elles sont profondément ancrées dans le sol. Finalement, le principe est le même. Une fois achevé, cet édifice de marbre blanc est entouré de 42 colonnes et mesure 30 mètres de long sur 9 mètres de large. Le temple d'Aphrodite est le joyau de la cité. Eleanor va maintenant s'intéresser à ce qui se passait à l'intérieur. Heather lui sert de guide et lui explique l'histoire de ce lieu sacré qui porte encore la trace de son créateur. La ville s'est développée autour du temple, c'est bien ça? Oui. Là, on va pénétrer dans le temple d'Aphrodite, mais par l'entrée de l'ancienne église byzantine. Nous avons découvert un vestige intéressant qui date de l'Antiquité. Cette pierre faisait partie du linteau de porte qui menait à la cella, la pièce où se trouvait la statue d'Aphrodite. Il y a une inscription dessus, mais le temps l'a presque entièrement effacée. Ces quelques mots célèbrent le dévouement de Zoïlos, l'homme qui a financé la construction. On y lit « Soter kai Euergetes », ce qui signifie « sauveur et bienfaiteur ». C'est là-bas que se trouvait la cella, le Saint des Saints. Oui. C'était une pièce fermée, située tout au fond du temple. Elle était entourée de colonnes. Si j'ai bien compris, le sanctuaire n'était pas ouvert au public. Seuls les prêtres pouvaient y avoir accès. Vous confirmez? Oui, tout à fait. L'autel se situait à l'avant du bâtiment. Tous les rituels se déroulaient dans la cour, devant la cella. C'était là que les prêtres pratiquaient les sacrifices. Il y avait plus de place pour accueillir les fidèles. Quand on évoque Aphrodite, on pense tout de suite à la déesse de l'amour et des plaisirs. Une femme voluptueuse, aux formes généreuses et d'une beauté sans pareille. C'est à ça que ressemblait sa statue? En fait, l'Aphrodite d'Aphrodisias n'était pas du tout représentée comme cela. Le musée local abrite une statue de la déesse sculptée ici même. Ça permet de s'imaginer la statue qui se trouvait dans le sanctuaire du temple. Je ne la voyais pas du tout comme ça. On ne peut pas dire qu'elle ait une taille de guêpe. C'est vrai. Elle prend à la fois les traits d'une ancienne déesse d'Anatolie et ceux de l'Aphrodite grecque. Cette statue se trouvait dans la cella, la partie fermée du temple. Cette pièce plongée dans la pénombre était réservée aux prêtres d'Aphrodite. Mais le culte de la déesse n'était peut-être pas l'unique vocation de cet édifice. Dans l'Antiquité, plusieurs temples dédiés à Aphrodite perpétuaient une coutume assez étonnante, la prostitution sacrée. Des jeunes filles de 15 ou 16 ans s'asseyaient sur les marches de l'enceinte sacrée et attendaient qu'un homme les paie pour les déflorer. Les plus jolies pouvaient rentrer chez elles dès le premier jour. Celles qui n'étaient pas gâtées par la nature devaient patienter plusieurs années dans le temple. Malheureusement, rien n'indique que la prostitution sacrée était pratiquée à Aphrodisias. Plus que la dévotion religieuse, c'est l'ambition qui semble avoir poussé Zoïlos à bâtir ce somptueux lieu de culte. Nommé grand prêtre du temple, il acquiert rapidement un statut privilégié. Dans l'Antiquité romaine, la fonction de prêtre était aussi prestigieuse que celle de magistrat. C'était un honneur. Ils avaient certaines fonctions à exercer, mais en général, ils n'étaient pas prêtres 24 heures sur 24. Affecté à un poste de la plus haute importance, Zoïlos est au fait de sa carrière politique. Mais d'ici peu, sa ville natale sera une fois de plus menacée. Un nouveau conflit se prépare à Rome lorsqu'Octavien, l'héritier de Jules César, décide de défier son rival, le général Marc-Antoine. Les habitants d'Aphrodisias devront choisir leur camp. De leur décision dépendra l'avenir de la cité. Nos experts décident de se pencher sur cette page de l'histoire romaine. Aphrodisias se situe dans une province gouvernée par Marc-Antoine. En l'an 31 avant notre ère, Antoine et Octavien, le fils adoptif de Jules César, se disputent le pouvoir à Rome. Les habitants sont confrontés à un choix cornélien. S'ils se trompent d'alliés, ils risquent de tout perdre. En toute logique, Caius Julius Zoïlos affiche son soutien pour Octavien. Son ancien maître n'est autre que Caius Julius César.
l'homme dont la mort a déclenché cette lutte de pouvoir. Le lien qui unit Octavien à Zoïlos et à la cité d'Aphrodisias est gravé dans la pierre, à l'entrée de l'amphithéâtre. Pour approfondir le sujet, Eleanor retrouve l'archéologue Christopher Rette de l'Université de New York. Nous nous trouvons dans la Parodos, qui était l'entrée latérale du théâtre. Comme vous le voyez, les murs sont recouverts d'inscriptions. Ce sont des copies de la correspondance officielle d'Octavien. Tout en haut, nous avons une lettre qui commence comme ceci. « Vous savez à quel point j'aime Zoïlos ». Vers la fin de la lettre, on peut lire « De toute l'Asie, c'est cette ville qui est la plus chère à mon cœur ». Sous-entendu, Aphrodisias. Ces textes ont été écrits peu de temps avant la création de l'Empire romain. À l'époque, Octavien et Marc-Antoine se disputaient le pouvoir. Le premier se trouvait en Italie et dirigeait l'Occident, le second était en Grèce et gouvernait l'Orient. Cette missive montre clairement qu'à travers Zoïlos, Octavien espérait étendre son influence sur le territoire d'Antoine. Vous voulez dire qu'il essayait de rallier la ville à sa cause? C'est exactement ça. Et c'est sûrement pour cette raison qu'il a envoyé Zoïlos chez lui. Selon la coutume grecque, les grandes décisions politiques faisaient l'objet d'un débat public auquel participaient tous les hommes libres de la ville. Eleanor veut savoir où avaient lieu ces débats. Nous nous trouvons dans le théâtre de la ville. C'est ici que se déroulaient les représentations et les spectacles en tout genre, mais ce bâtiment avait-il une autre fonction? C'était un lieu de rassemblement, le foyer de la vie civique. Quand le gouverneur romain venait en ville, c'est ici qu'il faisait ses discours et qu'il était applaudi par la population. À une époque, c'est également là qu'avaient lieu les combats. C'est pour cela que l'orchestra se trouve en contrebas de la scène. Les Romains sont particulièrement friands de spectacles sanguinaires, notamment des combats de gladiateurs, des chasses et des exécutions publiques. Un engouement qui se propage rapidement aux quatre coins de l'Empire. Pour les hommes politiques, les manifestations de ce type deviennent une arme redoutable qui leur permet d'accroître leur popularité auprès de leurs concitoyens. À quoi ressemblait cet endroit il y a 2000 ans? Était-ce très différent? Il était 2 fois plus grand que ce que vous voyez là. Aujourd'hui, il ne reste plus que la partie inférieure des gradins. L'autre était au-dessus de nous. Le gigantesque mur de scène constituait un décor permanent. Il était fait de marbre et comportait 3 étages. C'était un bâtiment très ouvragé qui servait à fermer l'hémicycle des gradins. Je présume qu'il était décoré. Oui, il y avait toute une série de statues entre les colonnes des 2 étages supérieurs. Au cours des premières fouilles, les archéologues les ont retrouvées et éparpillées un peu partout sur la scène. Grâce à un méticuleux travail de recherche, les chercheurs de l'Université de New York ont mis au jour les nombreuses statues et les décorations complexes qui ornaient autrefois la scène du théâtre. Ils ont aussi découvert l'identité de son fondateur. Sur ce linteau est gravé le nom du dédicataire, Caius Julius Zoïlos. Il y est décrit comme un affranchi, l'ancien esclave du fils de Jules César, à savoir Octavien. L'inscription précise qu'il était un important magistrat de la cité et qu'il avait été réélu 10 fois à ce poste. Enfin, il est écrit que Zoïlos a bâti cet édifice en l'honneur d'Aphrodite, la déesse tutélaire de la ville, et de Démos, le peuple citoyen. Cette épigraphe confirme également son soutien à Octavien dans la lutte qu'il oppose à Marc-Antoine. L'affrontement des 2 hommes devient inévitable. La guerre éclate finalement en l'an 31 avant notre ère. Le mariage de Marc-Antoine avec Cléopâtre, reine d'Égypte et femme la plus puissante de l'Antiquité, semble lui donner un avantage financier de taille.
Mais le général avait sous-estimé l'impact qu'aurait à Rome son union avec l'ancienne maîtresse de Jules César. Quand Marc-Antoine divorce d'avec sa femme Octavie, une brave patricienne, pour épouser Cléopâtre, les Romains sont absolument horrifiés. Ils sont convaincus que cette orientale séduisante, voire ensorcelante, ne peut qu'entraîner Rome à sa perte. Leur pire crainte se confirme lorsque le couple déclare que le père de Césarion, fils aîné de Cléopâtre, n'est autre que Jules César. Par conséquent, le jeune garçon est proclamé héritier légitime du dictateur romain et de la reine d'Égypte. Cette déclaration, scandaleuse pour nombre de Romains, a probablement aidé Zoïlos à convaincre les Aphrodisiens de se ranger dans le camp d'Octavien. C'est ici même, dans le théâtre de la cité, qu'ils décideront de suivre les conseils de leurs concitoyens. Ils redoutent les représailles de Marc-Antoine, mais à leur grand soulagement, la guerre sera de courte durée. Le général est abandonné par ses troupes et à la fausse annonce du suicide de Cléopâtre, il met fin à ses jours. Octavien envahit l'Égypte et ordonne à ses hommes d'arrêter Cléopâtre, qui se suicide à son tour. Puis il fait exécuter Césarion, devenant par là même l'unique héritier de César et le maître incontesté de Rome. Guidé par Zoïlos, Aphrodisias a fait le bon choix et son allégeance à la cause romaine ne tardera pas à être récompensée. Le théâtre en est la parfaite illustration. Il sera achevé en l'an 27 avant notre ère, soit quelques années après la victoire d'Octavien. L'impressionnant mur de scène, haut de 3 étages, est paré de statues de divinités, de héros et de dignitaires. Peut-être même comportait-il une statue de Zoïlos. En l'espace de 10 ans, cet homme a entrepris de vastes projets de construction et remodelé le sanctuaire d'Aphrodite, dont il est désormais le grand prêtre. L'ancien esclave est devenu le maître de la cité, mais son ambition ne s'arrête pas là. Il veut faire d'Aphrodisias une ville florissante à tout point de vue et la doter d'un monument spectaculaire dédié aux combats sanguinaires et aux exécutions. Nos experts poursuivent leur exploration de la cité antique d'Aphrodisias et peu à peu lèvent le voile sur ce lieu chargé d'histoire. Accompagné de l'archéologue Lee Long, Jesse Karp se rend dans une carrière à quelques kilomètres du site de fouilles. Il est sur le point de découvrir comment Aphrodisias est devenue l'une des plus belles villes de l'Empire romain. Voici l'une des principales carrières exploitées à l'époque par les habitants d'Aphrodisias. Elle est gigantesque. Ils ont extrait beaucoup de marbre sur ce gisement? Je dirais dans les 280 mètres cubes. C'est impressionnant. Oui, c'est sûr. L'exploitation de cette carrière a sûrement permis de bâtir une bonne partie des monuments de la cité. Les techniques utilisées il y a 2000 ans pour extraire le marbre ont laissé des traces encore visibles aujourd'hui. Regardez par ici. Ce bloc est tombé du front de carrière. Il est strié et il y a un trou au milieu. C'était pourquoi? Ça servait à extraire les blocs. On utilisait des coins en bois enveloppés d'un morceau de tissu. On les introduisait à sec dans le trou, puis on les mouillait. Pour que le bois gonfle. Exactement, et ça faisait éclater la roche. La route empruntée autrefois pour transporter les blocs de marbre a résisté à l'épreuve du temps. Ils passaient par ici pour acheminer la pierre jusqu'en ville. Comment s'y prenaient-ils? Avec des chariots tirés par des bœufs? Oui, c'est ça. Ils chargeaient les blocs sur un chariot et descendaient la colline jusqu'au centre-ville. La particularité de ces carrières, c'est qu'elles ne se trouvaient qu'à 2,5 km de la cité. À Rome, elles étaient 10 fois plus loin. Voici donc le secret de beauté d'Aphrodisias. La proximité d'une demi-douzaine de gisements de marbre. De tout l'Empire, aucune autre cité ne jouit d'une telle abondance de ce précieux matériau. Pas même la ville de Rome, qui a eu recours à l'emploi du béton pour bâtir son célèbre Panthéon. Jesse et l'archéologue Peter de Stabler visitent le plus grand édifice de marbre de la ville. À lui seul, ce stade gigantesque aurait facilement pu épuiser l'un des gisements de la région.
Vous diriez qu'il est en bon état? Ce stade est parmi les plus grands et les mieux conservés de l'Antiquité. Il est immense. Vous savez combien de blocs a nécessité sa construction? Eh bien, il mesure environ 275 mètres de long sur 75 de large. Et il a fallu extraire 5600 mètres cubes de marbre pour le construire. Pour prendre la mesure de cet immense édifice et étudier sa forme unique, Jesse et Peter grimpent tout en haut des gradins. En général, les stades grecs sont longs et étroits. Quant aux arènes romaines, elles sont toujours ovales. Comme vous le voyez, cette construction est un mélange des deux. Et qu'est-ce qui la différencie des autres stades de l'époque? Les deux extrémités sont fortement incurvées. Par ailleurs, les côtés ne sont pas tout à fait droits. Ils sont légèrement arqués. Grâce à cela, même les spectateurs les plus éloignés avaient une excellente vue sur la piste. S'inspirant des dimensions standards d'un stade grec et de la forme circulaire d'une arène romaine, les bâtisseurs ont créé un hybride, un monument hors du commun qui combine le meilleur des deux architectures. Leurs intentions sont claires. Pour satisfaire le public, le stade d'Aphrodisias accueillera non seulement des combats de gladiateurs, mais aussi des jeux sportifs. Ce bâtiment avait deux fonctions distinctes. On y organisait d'une part des compétitions d'athlétisme, comme les Jeux Olympiques. Oui, c'est ça. Il y avait des épreuves de course à pied, de lancer, de disque, de javelot. D'autre part, le stade accueillait des manifestations plus violentes, comme les combats de gladiateurs, les chasses aux fauves ou les exécutions publiques. Depuis plusieurs siècles déjà, les concours sportifs font partie intégrante de la culture grecque antique. C'est d'ailleurs en 776 avant notre ère que se déroulent les tout premiers Jeux olympiques. La ville d'Aphrodisias organise ses propres jeux, qui comprennent la course à pied, la lutte, le lancer de disque, le javelot et la course de chars. Déjà à l'époque, certaines catégories de spectateurs ont des places réservées. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, et surtout pas les femmes. On a trouvé des inscriptions gravées sur un certain nombre de places. Ces sièges étaient réservés à des groupes bien particuliers, les jardiniers du temple, les familles fortunées, ou encore les visiteurs. Chose étonnante, plusieurs femmes avaient elles aussi une place réservée. Elles n'avaient pas le droit d'assister aux Jeux sportifs, car les athlètes étaient entièrement nus. Mais elles pouvaient venir voir les combats de gladiateurs et les crucifixions. C'est aussi pour ce genre de spectacle que le stade a été construit. Doté de 30 rangées de gradins, il peut accueillir 30 000 spectateurs, soit le double de la population de la ville. Au plus fort des festivités, les Jeux se déroulent du matin au soir, et ce, plusieurs jours d'affilée. Il semble logique que le public ait cherché à se divertir entre les épreuves. J'ai devant moi un plateau de jeu gravé à même le marbre par un spectateur il y a de ça 1600 ans. Quand ils s'ennuyaient entre deux tournois, après une décapitation ou avant que les fauves ne viennent dévorer leur proie, ils prenaient du bon temps avec leurs amis. Non content d'avoir doté sa ville d'un stade spectaculaire, Zoïlos finance un dernier projet d'une ambition sans précédent. Vers l'an 25 avant notre ère, il entreprend de reconstruire l'Agora. C'est un chantier colossal qui portera à jamais la marque de son créateur. Christopher et Eleanor visitent ce qu'il reste de cette grande place publique. L'Agora se trouvait en plein cœur de la ville. C'est là que se tenait le marché. Le nom grec agora signifie à la fois la foule et le lieu où la foule se rassemble. Et c'est exactement ça, un lieu de rassemblement, le centre de la vie civique et commerciale. La place était bordée de portiques qui abritaient de nombreuses échoppes. C'est aussi là qu'avaient lieu les réunions publiques. Et les jours de marché, les villageois des environs y installaient leur étal pour vendre leurs marchandises, leurs produits, leurs pêches. C'était l'équivalent de nos centres commerciaux. On venait y acheter tout ce dont on avait besoin. Exactement. Une fois achevée, l'Agora mesure 200 mètres de long sur 70 mètres de large.
C'est l'une des plus raffinées de tout l'Empire romain. Elle est entourée d'une magnifique colonnade appelée la Stoa. Ces passages couverts relient la place au temple d'Aphrodite. Ainsi, les habitants peuvent se rendre d'un bout à l'autre du centre-ville tout en étant protégés du soleil ou des intempéries. Les archéologues pensent que c'est ici que se dressait le tombeau de Zoïlos. Le sanctuaire d'Aphrodite était le centre religieux de la cité et l'agora son centre civique. C'était avant tout un espace ouvert, mais il comportait aussi plusieurs monuments publics. Et au beau milieu de la place, nous avons trouvé un socle en pierre qui correspond aux dimensions du mausolée de Zoïlos. D'ailleurs, le tombeau du fondateur de la ville était traditionnellement érigé dans l'agora. Je l'ignorais. Je pensais qu'ils enterraient leurs morts à l'extérieur de la ville. C'était le cas. Les Grecs faisaient la distinction entre polis, la cité à proprement parler, et nécropolis, la cité des morts, qui était située en dehors de la ville. Ils faisaient une exception pour les personnages importants qu'ils enterraient à l'endroit le plus prestigieux qui soit, à savoir l'agora. Il y a 2000 ans, c'est certainement ici que se dressait le mausolée de Zoïlos. Édifié en l'honneur de celui qui, à force de détermination, transforma un modeste village grec en une cité romaine prospère, placée sous la protection des empereurs. Pourtant, quelques années après sa mort, un groupe de citoyens entreprendra de ternir son héritage. C'est grâce à Zoïlos que la ville s'est développée. Et pour cela, je pense que la plupart des habitants le respectaient. Ils lui étaient reconnaissants. Mais sa réussite a certainement suscité la jalousie de certains. Que cet ancien esclave, ce moins que rien, ait gravé son nom sur tous les monuments de la ville, cela devait leur être insupportable. Les grandes familles patriciennes devaient être très envieuses. Zoïlos décède vers l'an 20 avant notre ère. Longtemps éclipsés par ce personnage ambitieux, les aristocrates d'Aphrodisias reprennent rapidement le pouvoir dont il les a privés. Afin de faciliter la transition, ils devront prouver leur loyauté envers Octavien, devenu Auguste, le premier empereur romain. Pour cela, ils ordonneront la construction d'un monument audacieux, dont les experts cherchent aujourd'hui encore à percer le mystère. Elénore et Jessie continuent d'explorer l'incroyable héritage d'un affranchi devenu le maître d'Aphrodisias, Caius Julius Zoïlos. Ils savent maintenant à quoi ressemblait le temple d'Aphrodite tel qu'il l'a fait reconstruire au 1er siècle avant notre ère. Ils ont découvert les vestiges d'un immense mur de scène bâti sur ses ordres pour embellir le théâtre et de l'agora où se dressait son mausolée. Ils vont désormais s'intéresser à un monument colossal construit peu après sa mort. Le Sébastéion est le temple impérial de la ville, consacré à Auguste et aux empereurs Julio-Claudien. C'est Gerhard Paul qui servira de guide à Jessie. L'architecte a un défi de taille à relever. Il doit reconstruire un segment de ce bâtiment qui fut autrefois le fleuron de la cité. Il y a des blocs partout. C'est comme un gigantesque puzzle. Il y en a plus de 3500. Ça sera suffisant pour la reconstruction? Oui, pour ce genre de projet, 70% du bâtiment d'origine suffisent. Les blocs sont éparpillés dans tous les sens. Comment faites-vous pour vous y retrouver? Il faut bien étudier les marques, les trous et les décorations de chaque pierre. C'est comme ça qu'on détermine son emplacement d'origine. La plupart de ces blocs proviennent du propylée à 2 étages qui donne sur une impressionnante voie processionnelle de 90 mètres de long sur 15 mètres de large. Qu'est-ce qui se trouvait ici à l'époque? Là, on traverse la grande cour. L'entrée se trouve derrière nous. Et là-bas, au bout, il y avait un temple. La cour était bordée de portiques à 3 étages. On est en train d'en reconstruire un tronçon sur toute sa hauteur. Ça va prendre longtemps? Je dirais entre 4 et 5 ans.
Et vous avez commencé quand? Il y a 4 ou 5 ans. Les travaux dureront 10 ans en tout. Gerhard explique à Jesse les méthodes traditionnelles qu'il utilise pour reconstruire le temple. Ça, ce sont des trous d'agrafe. Ici? Oui, comme vous le voyez, ces 2 blocs étaient fixés ensemble. Ce sont les pierres d'origine? Exactement. Ça, par contre, ça n'a pas l'air d'époque. On dirait du béton. Ce sont des moulages. On s'en sert pour faire des essais de reconstruction. Les originaux sont là-bas. On utilise des moulages pour retrouver l'emplacement exact de chaque pierre et quand on en est sûr, on les remplace par les originaux. Et ce trou-là, vous allez le combler? Non, on va le laisser comme ça. On n'utilise des copies que lorsque c'est vraiment nécessaire. Voilà à quoi ressemblait le Sébasteion il y a de cela 2000 ans. Tout au bout de la voie processionnelle bordée de colonnades se dressait un temple. Accompagnée de l'architecte Thomas Käfer, Eleanor tente de visualiser à quoi le complexe ressemblait de l'intérieur. Quelle était la fonction de ce temple? Le sanctuaire d'Aphrodite se trouvait à 2 pas d'ici. Pourquoi en avoir construit un autre? Le temple n'était probablement qu'un prétexte à la construction d'un ensemble grandiose. D'où les dimensions gigantesques des 2 portiques qui bordaient la cour. Lorsqu'on pénétrait dans le Sébasteion, on devait être en admiration devant ces bâtiments majestueux, hauts de 3 étages et sculptés dans le moindre détail. Les visiteurs devaient en avoir plein les yeux. C'était comme une grande bande dessinée. Les archéologues ont réussi à reconstituer les portiques tels qu'ils se dressaient au 1er siècle après Jésus-Christ. L'étude des inscriptions laisse entendre qu'ils ont été bâtis par 2 familles rivales sur une période de plus de 100 ans. Ces 2 colonnades de 12 mètres de haut étaient autrefois ornées d'une série de frises minutieusement décorées. À elles seules, leur reconstitution a demandé un travail considérable. Cela fait près de 10 ans que les archéologues restaurent le Sébasteion. Ils y ont trouvé l'une des plus belles collections de sculptures romaines jamais mises au jour. Y sont notamment représentés des empereurs, des héros de la mythologie et plusieurs aristocrates locaux. Le conservateur Trevor Proudfoot est chargé de leur rendre leur beauté d'antan. Qu'est-ce que vous faites dans cet atelier? Notre première mission, c'est de restaurer tous les bas-reliefs du Sébasteion. Il y en a combien en tout? 70. Et en quoi consiste la restauration? En fait, on répare surtout les dégâts faits lors des précédents travaux de restauration dans les années 1970. Ça n'avait pas été bien fait? Non, pas vraiment. Ils auraient pu utiliser des matériaux de meilleure qualité. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la couche de résine polyester qui recouvrait la statue à l'aide d'un produit chimique. Trevor et son équipe font également un moulage de toutes les frises trouvées sur le site d'Aphrodisias. Notre deuxième mission, c'est de faire des copies de 15 bas-reliefs trouvés au Sébasteion. C'est un moule, c'est ça? Oui, le moule en silicone d'un bas-relief qui ornera bientôt le Sébasteion. Je peux toucher? Évidemment. C'est souple. Oui, et c'est très solide. Ça nous permet de retirer la réplique sans abîmer le moule. Pour imiter l'aspect de la pierre, on utilise un mélange de ciment et de poudre de marbre. Le complexe qui abritait ces sculptures fut achevé en l'an 60 de notre ère. Le Sébasteion est alors un remarquable outil de propagande, édifié à la gloire des empereurs romains. Au IIIe siècle, Aphrodisias est à son apogée. Protégé par la statue en or de son fils Eros, le sanctuaire d'Aphrodite est parmi les plus connus et les plus opulents d'Asie mineure. Autour de ce temple se développe une ville animée et cosmopolite réputée pour ses somptueux édifices et qui continue de prospérer jusqu'au VIe siècle de notre ère. Mais le déclin de l'Empire romain, les invasions répétées et plusieurs tremblements de terre auront raison de son incroyable beauté. La cité de marbre sombrera peu à peu dans l'oubli. 15 siècles plus tard, grâce au travail des archéologues, Aphrodisias nous apparaît plus éclatante que jamais.
À travers chacun de ces monuments, elle nous raconte l'histoire d'un homme d'exception qui a créé une ville à la mesure de ses ambitions.